Alors donc la conversation va démarrer donc avec ce que l'on appelle une keynote, donc un seul en scène quelque part, même si moi je me fais tout petit dans mon coin. Laurie, vous êtes enseignante chercheuse à l'ECHESP, membre du Shift Project, où vous coordonnez les travaux sur la décarbonation du système de santé. Vos recherches croisent organisation du travail, santé et enjeux environnementaux. Vous allez, je pense, mais j'en suis sûr, nous aider à comprendre le panorama essentiel, donc les principaux postes d'émission du secteur, les dépendances qui rendent le système vulnérable, les leviers d'action identifiés par le Shift également. Et en fait, vous allez nous aider à poser le cadre de la conversation qui s'en suivra derrière. Donc vous avez entre 15 et 20 minutes avec votre présentation. Et après, bien sûr, quelques questions, parce qu'il est hors de question qu'on ne vous pose pas de questions. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je sais que ça va être un peu difficile parce qu'on est en postprandial. Donc, la première conférence, elle a le défi de lutter contre votre digestion, et on va quand même essayer d'aller dans cette direction-là. Donc, j'ai nommé à présentation Système de santé, environnement et climat, une relation multilatérale, avec un petit sous-titre qui est un enjeu épistémologique, j'aurais peut-être pu dire épistémique plutôt, et de gouvernance stratégique. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'un côté, on a un enjeu de construction des connaissances sur les sujets qui lient aujourd'hui les systèmes de santé et les environnements et le climat. Et de notre côté, on a un enjeu de gouvernance stratégique de cette transformation qui est en train de s'opérer aujourd'hui du côté des systèmes de santé, tant pour essayer d'atténuer leur empreinte sur l'environnement, et notamment sur le changement climatique, qui est plutôt ce que moi j'ai eu tendance à regarder, même s'il y a beaucoup d'autres impacts qui pourraient être regardés, que pour aussi essayer d'adapter ces systèmes qui aujourd'hui ne sont pas forcément préparés à l'intégralité des conséquences du changement climatique. Donc j'ai pas de zapette, c'est ça ? Où est-elle ? Nous cherchons la zapette, chers amis. Voilà, elle est ici, la zapette. Elle était sur une autre table. Merci. La voilà. Donc je vais pas revenir sur toutes les conséquences sanitaires qui ont été évoquées ce matin du changement climatique sur la santé. Juste pour vous dire, donc le ping-pong a commencé entre système de santé et climat. Donc on a d'un côté des effets du changement climatique sur la santé des individus qui entraînent forcément une augmentation de la pression et des risques sur le système de santé. On a de fait un besoin accru en ressources, qu'elles soient matérielles ou énergétiques, ou aussi en personnel du côté du système de santé. Cette augmentation du besoin, il entraîne aussi une augmentation de la pression et des risques sur les environnements et le climat. Et la boucle est bouclée. Aujourd'hui, on a une sorte de cercle vicieux qui s'est mis en place entre le système de santé et les modifications environnementales, alors que pendant tout le XXe siècle, en tout cas c'est ce qu'on pensait, on allait toujours vers de l'amélioration et une relation qui était très vertueuse en fait entre le système de santé et la population des individus, et notamment la maîtrise de l'environnement que ça impliquait. Alors nous, ce qu'on a voulu faire au sein du Shift Project, c'est une évaluation de l'empreinte carbone du système de santé français. Mais peut-être avant de vous montrer ce qu'on a fait, juste refaire un petit retour historique pour vous dire qu'on n'est pas les premiers à avoir commencé à travailler sur ces évaluations d'empreinte carbone. Alors ça, vous allez peut-être me dire, on s'y attendait. Mais en fait, on n'est pas du tout non plus les derniers. Seulement, il y avait quand même une équipe qui était très en avance sur le sujet, c'était le NHS, donc c'était le système de santé anglais, qui dès 2009, en fait, avait publié des données sur 2007 sur leur empreinte carbone du système de santé national, avec même une projection de diminution de l'empreinte carbone d'ici, à l'époque c'était d'ici à 2035, puis étape à 2050, un peu plus tard. Voilà, et progressivement en fait on a eu une évaluation des travaux donc évidemment les États-Unis ont aussi assez vite suivi à la fin des années 2000. On a pu voir que du côté américain par exemple on avait des évaluations autour de 8 à 10% de l'empreinte du système de santé des émissions nationales qui sont consacrées au système de santé. Donc on va voir qu'on est dans des ordres de grandeur qui ne sont pas très très loin avec le système de santé, l'évaluation qu'on a faite nous du côté français. Donc je pourrais vous détailler, mais en fait il y a des différences méthodologiques qui font qu'on n'a pas exactement les mêmes chiffres, mais on a toujours les mêmes ordres de grandeur, quelles que soient les études qu'on regarde.
Depuis à peu près 2017, il y a une organisation internationale qui s'appelle Healthcare Without Harm, donc qui est soigner sans faire de mal, hein, primum non nocere, enfin, on pourrait le traduire de multiples façons différentes. Donc cette organisation internationale qui avait fait des premiers travaux, notamment avec la Banque mondiale, sur des estimations du secteur de la santé au niveau mondial. Donc secteur de la santé au niveau mondial, premières estimations autour de 5%. Ces estimations, elles ont été affinées. Donc aujourd'hui, on navigue entre 4,4 et 5,2 selon les études qui sont regardées. Et donc la conclusion, c'est que le secteur de la santé, c'est un émetteur majeur comparable à de grands pays ou de grands secteurs économiques. Alors bien sûr, lui-même regroupe un ensemble d'autres secteurs. Mais tout de même, c'est pas du tout négligeable, c'est même très significatif. 2019, il y a une étude importante de Pichler et al. Sur des études comparatives entre les pays. Et cette étude-là, elle a pu notamment dire qu'en France, on était autour de 7% de l'empreinte nationale qui était consacrée au système de santé, mais notamment dire aussi qu'en fonction des pays, il y avait une grande disparité par habitant et que notamment les pays du Nord consacraient beaucoup plus de part de leur empreinte carbone au système de santé que les pays du Sud. Et puis plus récemment, il y a une sorte de coup d'accélérateur qui a quand même été mis. On a pas mal de feuilles de route nationales qui ont été sorties. En France, donc, on a eu, avec le Shift Project, une évaluation détaillée pour le système de santé français en 2021 et mis à jour en 2023. Donc l'empreinte est évaluée entre 6,6 et 10% de l'empreinte nationale. Alors vous allez dire, c'est une sacrée fourchette. En fait, il y a énormément d'incertitudes, notamment sur toute la chaîne d'approvisionnement. On pourra en reparler parce que du coup, nous, on a plein de questions à poser aux gens qui travaillent au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour nous aider justement à avoir des données de plus en plus précises qui nous permettent d'aller encore plus dans le détail. On a fait aussi l'évaluation du secteur de l'autonomie puisqu'on a travaillé avec la CNSA, la Caisse nationale des solidarités et autonomie. Et puis, plus récemment, il y a eu la publication sur les industries des dispositifs médicaux et du médicament. Donc là où on a essayé d'avoir une méthodologie plus précise qui ne soit pas basée sur des facteurs d'émission. Donc beaucoup d'entre vous doivent savoir ce que c'est qu'un facteur d'émission, mais en gros, on avait pour l'intégralité du médicament, ou pas loin, des facteurs d'émission qui étaient agrégés, enfin qui étaient moyens et qui ne représentaient pas forcément la réalité. Donc ça marche peut-être à une échelle très très globale. Dès qu'on essaye de descendre un tout petit peu en granularité, ça n'a plus vraiment de sens. Donc aujourd'hui, on met l'accent, on a un focus méthodologique sur le scope 3, notamment sur les achats, et on essaye d'aller qui représente la majorité des émissions, et on essaye d'aller un peu plus dans le détail sur ce scope 3. Au niveau des dernières avancées françaises, je ne vais pas beaucoup en parler puisque les personnes qui vont me suivre vont pouvoir le détailler, mais on a une feuille de route de planification écologique des systèmes de santé qui existe depuis maintenant 2023, et aussi des développements de méthodologies spécifiques, notamment pour le médicament, qui ont été élaborés par la Direction générale des entreprises, par exemple. Alors, en termes de diagnostic carbone du système de santé français, on avait fait une première évaluation autour de 49 millions de tonnes équivalent CO2, sachant que, je suis désolée, je n'ai pas tout à fait choisi les couleurs. J'ai fait un copier-coller malheureux d'une autre présentation. Et PowerPoint fait quelques surprises. Voilà, donc j'espère que c'est visible. C'est pop, on va dire. Et en fait, la méthodologie hybride qu'on a choisie, c'est quelque chose qui est... en fait, on a essayé d'aller chercher les données réelles qu'on pouvait trouver. Donc, ça allait être les flux de personnes, les flux de matière, les consommations de gaz, etc. etc. Mais on n'avait pas les flux réels pour tout. Et notamment, sur la partie chaîne d'approvisionnement, on n'avait pas de flux réels pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc là, il a fallu se fier complètement à des facteurs d'émission. Donc, sur cette base-là, on a quand même une empreinte du secteur de la santé évaluée autour de 8% de l'empreinte nationale, avec plus de 85% d'émissions dites indirectes, c'est-à-dire qui ne sont pas produites sur le lieu du soin. Alors sur les évaluations carbone des autres pays, ça va être une part un peu plus importante en fonction de votre production électrique, par exemple. Donc nous... on est plutôt bien placé pour ça, ce qui réduit encore la part attribuable au scope 1 et 2, on va dire. Et puis, on a effectivement une évaluation pour les médicaments et les dispositifs médicaux
entre 35 et 50% de la part du bilan carbone du système de santé aujourd'hui est attribuable aux médicaments et dispositifs médicaux. Donc ici, vous avez le détail. Oula, oui, ah ben oui, je peux le faire. Donc là, vous pouvez voir donc les médicaments et les dispositifs médicaux ici, c'est la première fois, donc c'est en direct. Oups, non, du coup, non, ça n'a pas bien marché comme j'ai voulu. Tant pis, alors j'arrête là. Qui représente effectivement la part plus importante. Ensuite, vous avez ce qu'on a appelé sources fixes et mobiles de combustion. Donc ça, c'est typiquement, ça va être le chauffage des bâtiments, par exemple, ou alors les flottes de véhicules qui sont considérés dans le scope 1 pour les hôpitaux, par exemple. Par contre, les déplacements soit des usagers visiteurs estimés à 9% ou les déplacements des professionnels estimés à 4%. Donc ça, c'est à part. C'est dans le scope 3. On est autour de 13% pour le déplacement hors flotte interne de véhicules pour les hôpitaux. Je ne me rappelle plus si les hélicoptères sont considérés comme flotte interne. Je devrais redemander, puisqu'il y en a un par CHU. Et puis, on a à peu près 2% de l'empreinte donc, pour les gaz médicaux et climatisation. Donc le scope 2, réseau de froid et chaud, ça c'est aussi à peu près 2%, donc c'est effectivement, ça paraît pas très important. Notamment si on compare à l'alimentation, là on est autour de 11% de l'empreinte du système de santé attribuable à l'alimentation. Donc beaucoup de personnes dans cette salle savent comment fonctionne un bilan carbone, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc parfois on dit mais pourquoi l'alimentation dans le système de santé? Mais en fait parce que la responsabilité attribuable à l'achat de l'alimentation, c'est pour l'hôpital en fait. C'est eux qui ont la responsabilité de l'achat de l'alimentation et qui la distribuent, et donc c'est pour ça que c'est rapporté à leur bilan carbone, en tout cas dans la méthodologie qu'on a choisie. Les immobilisations, c'est autour de 8%. Ça va comprendre aussi les très gros dispositifs médicaux qui vont être utiles plus d'un an, enfin, ou des dispositifs médicaux de longue durée, même si je ne sais pas si on peut appeler les systèmes d'information de longue durée aujourd'hui. Donc par exemple les IRM, voilà, et évidemment aussi les constructions, l'amortissement des constructions, etc. Et puis on peut constater que les déchets et services, c'est 5% environ. Et en fait, si on regarde plus dans le détail, les déchets, c'est plutôt autour de 2-3%. Et ça peut surprendre parce qu'en fait, on remarque que beaucoup de personnes, et notamment de personnel de santé, quand ils rentrent dans le sujet de la décarbonation, ils vont dire en premier, il faut se débarrasser de ces déchets. Moi, j'avais mon collègue de gauche tout à l'heure qui a posé la question sur le plastique notamment et qui lui est soignant. Donc effectivement les enjeux des déchets sont des enjeux qui sont extrêmement visibles. C'est quasiment 700 millions de tonnes annuelles pour les déchets plastiques selon l'ANAP, il me semble, dans les établissements de santé et médico-sociaux. Donc c'est effectivement un très gros poste. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un gros poste, ça veut juste dire que tout le reste est très très gros aussi et qu'il faut être en capacité d'aller l'adresser et de pouvoir le diminuer. Le déchet n'étant en fait que la partie visible de la fin de la chaîne d'approvisionnement dont on n'a pas pu se débarrasser. Donc une fois qu'on comprend que c'est ça qui se passe, il faut pouvoir se dire qu'on peut peut-être aussi agir en amont. Je ne sais pas si c'est aussi petit pour vous, pour moi là pour le coup c'était plus clair sur mon écran, mais donc je vais vous énoncer ce qui a marqué. Nous on a fonctionné par scénario, mais comme il y a beaucoup d'autres choses que j'ai envie de vous raconter et qu'on va vite me dire que le temps est passé, mon Dieu, il faut que je me dépêche. En fait, on a donc les scénarios, vous voyez un peu ce que c'est. Le GIEC fait des scénarios, donc voilà. Ne pas confondre scénario et projection. En fait, on n'est pas ici dans une projection comme en épidémiologie, par exemple, où on va pouvoir dire voilà, la population moustique, elle va pouvoir se déplacer comme ça si la température évolue de cette façon-là, etc. Là, on est plutôt dans ce qu'il faudrait faire par mesure proposée et le potentiel de décarbonation de chaque mesure qui est proposée. Donc, on fait des propositions sur, par exemple, le chauffage, on a fait des propositions sur la mobilité, on fait des propositions sur l'alimentation, on va faire des propositions sur les émissions fugitives, on va faire des propositions sur les déchets. Et l'intégralité de ces propositions, on a calculé que ça permet de réduire l'empreinte carbone d'à peu près 27%. Or, en fait, on veut respecter les accords de Paris, donc on veut tomber à moins 80% pour être sur le seuil qui nous permet d'atteindre la neutralité, aussi avec les effets de capture carbone par ailleurs. Naturel, par exemple, même si on peut parler des autres. Voilà, alors du coup, vous allez dire, si on descend à 80%, par quoi est fait le reste du trajet? En fait, les deux gros blocs que vous voyez après, c'est diminution du facteur d'émission du médicament et du dispositif médical. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on est obligé d'aller attaquer
la façon avec laquelle on va produire nos médicaments et nos dispositifs médicaux. Donc ça, c'est le scénario le plus, on va dire, optimiste, où on dit, voilà, sur ce scénario-là, vous réduisez votre facteur d'émission de 80%, parce qu'en fait, c'est ce qui est demandé à l'intégralité des secteurs industriels. Donc bien sûr, là, on se projette, pour le coup, on se projette dans un scénario en disant on a la possibilité de réduire le facteur d'émission, et si on ne fait pas ça, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Il y a aussi un travail sur les volumes, où il y a un tout petit peu de réduction de facteur d'émission, mais là c'est plutôt lié au conditionnement, parce que vous savez, parfois les conditionnements sont faits de telle façon qu'en fait vous allez gaspiller une partie du médicament que vous voulez utiliser. Donc voilà, donc ça on a fait des estimations, mais ça permet de réduire que de quelques pourcents. Donc vraiment le gros du travail est aussi fait par le facteur d'émission, et il reste toujours, on est toujours qu'à moins 70% à l'arrivée, il nous reste toujours du carbone à aller chercher. Et en fait, là, on s'est dit, il n'y a pas d'autre solution à un moment donné que d'agir en fait sur la pression qui est exercée sur le service de soins lui-même, sur le service de santé lui-même, et donc de faire de la prévention. Donc prévention, promotion de la santé, on pourrait discuter des distinctions qu'il y a entre ces notions, mais en gros, prévention, ce que le corps médical peut faire pour diminuer la survenue d'une maladie. Promotion de la santé, c'est comment on peut modifier nos environnements, nos métabolismes urbains, tout ce qu'on a autour de nous pour nous permettre d'accéder à une meilleure santé et de moins solliciter le système de santé. Donc en fait, dans la proposition de scénario de décarbonation du système de santé, il y a une stratégie assumée de basculer d'un système qui est aujourd'hui très curatif vers un système qui serait beaucoup plus préventif, et avec des propositions pour le faire après. Alors là, je vous ai mis une petite dame qui a l'air tout à fait sceptique et qui nous dit: ces scénarios sont-ils bien réalistes? Puisque finalement, on parle beaucoup de scénarios, mais on a toujours l'impression qu'on n'arrive pas à les atteindre. Alors, je vais juste vous faire une petite comparaison pour vous dire qu'on a le droit de se poser des questions, mais on a aussi le droit d'être optimiste à partir du moment où on sait pourquoi on n'arrive pas forcément à exactement atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Donc ça, c'est juste une comparaison avec l'estimation du bilan carbone du système de santé anglais qui avait été faite il y a quelques années. Donc là, c'est publication en 2019. Donc vous pouvez voir que la chaîne d'approvisionnement, elle prend aussi beaucoup d'espace, etc. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est de vous montrer l'évolution des émissions de ce secteur de la santé, du NHS, donc National Health Service anglais. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, depuis 90, en fait, ça a baissé. Mais en fait, ça a même baissé avant le début du calcul carbone, vous voyez, de l'évaluation de l'empreinte carbone du NHS. Donc ça a baissé aussi de façon conjoncturelle, ça a baissé parce qu'il y avait des politiques nationales qui allaient dans le bon sens, et que le système de santé a pu bénéficier de ces politiques nationales qui allaient dans le bon sens. Et puis, ce que vous pouvez constater aussi, donc par exemple, il y a une diminution de l'impact des gaz médicaux ici, donc vous voyez ici, là. Il y a eu aussi le sujet de, en fait, probablement de l'electricity grid, enfin la façon avec laquelle l'électricité anglaise est produite a dû se décarboner un peu, puisqu'on peut voir que sur le sujet de l'énergie, ça s'est fait comme ça. Donc il me semble qu'ils sont passés du charbon au gaz ou quelque chose comme ça. Et puis après, vous pouvez voir aussi qu'il y a des sujets sur lesquels ça ne diminue pas vraiment, alors que c'est des sujets essentiels, puisque toute la partie en bleu, par exemple, là, vous allez vous retrouver avec les produits pharmaceutiques, etc. Donc comment ça se fait que là où on devrait agir le plus, on n'y arrive pas? Il y a une espèce d'effet plancher carbone sur ces systèmes de santé, et donc on a besoin de pouvoir avancer sur ces sujets. Donc pour ça, on a besoin de plus de données. Aujourd'hui, il y a de l'opacité sur cette chaîne d'approvisionnement en santé, et il faut être en mesure, ensemble, institutionnels, chercheurs, industriels, de lever un peu plus l'opacité sur cette chaîne de valeur des industries de santé. C'est ce qu'on a essayé de faire, notamment avec le dernier rapport du Shift. Le chiffre, il reste approximatif aujourd'hui, mais on estime autour de 10 millions de tonnes équivalent CO2 pour la France, ces médicaments. Donc, chiffre approximatif en raison de la complexité de la chaîne de valeur, de l'hétérogénéité des produits et des analyses de cycle de vie, des facteurs monétaires qui sont peu discriminants aujourd'hui, de l'absence aussi d'un cadre contraignant qui obligerait, par exemple, les producteurs à nous donner accès à ces analyses de cycle de vie. Bon, je vais passer sur les mesures de décarbonation parce que je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, essayer d'aller plus vite. Donc, qui c'est qui rentre en jeu? 3 minutes. Ah, mais 30 secondes par slide. Qui rentre en jeu dans cette
dans ces stratégies de décarbonation aujourd'hui pour le secteur de la santé, il y a quand même beaucoup de monde. Vous allez avoir les professionnels de santé et les sociétés savantes, donc vous allez avoir beaucoup de représentants de ces acteurs dans la table ronde qui va suivre, donc je ne vais pas tout détailler, mais évidemment la place des pouvoirs aussi publics et des décideurs publics, elle est essentielle pour venir faire en fait une pression réglementaire sur cette question, qui soit aidante, évidemment, c'est l'objectif, mais je parlais hier encore avec nos collègues américains qui nous disaient on n'a aucune réglementation sur le sujet, et évidemment ça ne va pas dans le bon sens, et en fait ça ne nous aide pas. Les établissements de santé sont aussi des acteurs majeurs. Les expertises externes peuvent être mobilisées, comme les think tanks ou même parfois les cabinets d'études. Les universités et pôles scientifiques qui vont pouvoir générer de la connaissance sur ces sujets. Les centres de formation, moi je travaille dans une école où on fait de la formation aussi sur ces sujets. Les industriels bien sûr, et même la représentation citoyenne, parce qu'en fait, parfois, ce n'est pas juste une question de connaissance. Aujourd'hui, les gens savent que fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Et on n'est pas à 0% de fumeurs en France. Donc, il n'y a pas juste un enjeu de connaissance, on en est tous à peu près conscients. Il faut aussi pouvoir attraper ce qui, du côté des citoyens et de la vie quotidienne, permettra de basculer vers un système qui soit plus préventif, même si c'est très structurel. Donc, pour ça, vous avez déjà plein de propositions théoriques qui peuvent être mises sur la table. Déjà, on apprend que les Français sont plutôt favorables à la prévention, même si on peut avoir une vision parfois qui ne va pas forcément dans cette direction-là. Il y a aussi les controverses sur le vaccin, etc. Globalement, quand même, aujourd'hui, voilà, ça c'est quelque chose d'assez documenté. On a aussi des propositions de nouveaux cadres de promotion de la santé. Je pense à la salutogénèse, mais aussi, par exemple, les enjeux de santé communautaire. J'explique brièvement. Pour la santé communautaire, il ne s'agit pas de faire pour les gens, mais de faire avec eux. Donc, non seulement de dire, en fait, on va vous apporter une meilleure offre de soins pour que vous puissiez vous faire soigner, mais on va aussi vous intégrer dans la décision de qu'est-ce qui serait prioritaire sur votre territoire, voilà, qu'est-ce qui semblerait pour vous plus pertinent, etc., etc. Sachant qu'on a déjà les réseaux de centres de santé communautaires qui ont normalement cette mission de développer la santé communautaire. Et je terminerai là-dessus. Donc les conditions du changement, je suis désolée, je crois que j'ai été encore plus rapide que M. Caminade, parce qu'on en avait discuté. Les conditions du changement entre mesure et réflexivité. Donc savoir ses pouvoirs, ça c'est un aphorisme bien connu de Francis Bacon, le philosophe, pas le peintre, qui devait peut-être penser différemment, je ne sais pas. Et donc effectivement, on a besoin de savoir beaucoup de choses. On a besoin de savoir les empreintes carbone et les analyses de cycle de vie des médicaments. On a besoin d'outils d'évaluation d'impact et de pilotage, parce que là, je n'ai pas parlé d'adaptation, mais mes collègues en parleront aujourd'hui. On a aussi besoin de ces outils-là. On a besoin de réglementation et d'obligations légales. On a besoin de valoriser les initiatives et de savoir les valoriser, et aussi de valoriser les pouvoirs d'agir des acteurs qui ont la possibilité d'engranger ce changement dans les établissements et d'innover et construire de nouveaux modèles de gestion de la santé. Mais ce qu'on remarque aussi assez rapidement, quand on est en sciences de gestion en tout cas, et qu'on regarde l'intégralité de ce qu'il faut faire en plus, c'est que parfois c'est un peu contradictoire. Demander aux gens d'innover toujours plus quand on leur dit on va imposer plus de réglementation, parfois ça ne marche pas tout à fait. Leur dire révélez votre pouvoir d'agir sur ces questions tout en leur disant il faut remplir des indicateurs de suivi, parfois ça ne marche pas non plus exactement comme on le souhaite, etc., etc. Donc il faut inventer un peu des formes mixtes de capacité à agir sur des nouveaux modèles, parce qu'on va être confronté à des situations qui sont inédites, et que ça on le sait déjà, et donc de capacité à agir et à rebondir pour avoir un système de santé qui soit le plus résilient possible. Je ne vais pas revenir sur tout ça, peut-être juste dire brièvement, on a besoin d'un changement de direction, des bifurcations qui est nécessaire mais possiblement joyeuse. Donc je l'ai dit, plus de réflexivité, peut-être une sobriété qui serait choisie, une meilleure santé pour toutes et tous, des collaborations territoriales, et je vous ai mis un extrait de la fresque de Clichy, Montfermeil de JR, parce que je trouve qu'elle représente bien cette idée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Laurie, bravo. On sent, Laurie, que vous auriez aimé avoir 20 minutes de plus, mais je suis vraiment désolé. Oui, je peux faire n'importe quoi entre 30 et 3 heures. N'hésitez pas, si vous avez des questions, scannez le QR code, elle m'arrive ici, et vous qui nous regardez à distance, n'hésitez pas non plus à poser des questions. Alors, moi je me posais une question tout à l'heure, quand vous parliez du poids carbone, de l'empreinte carbone du secteur de la santé. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le poids économique du secteur de la santé? Et quel est le poids économique du secteur de la santé?
Oui, il y a une corrélation. Le poids économique du secteur de la santé, si on le regarde, alors corrélation n'est pas causalité, mais si on regarde le poids économique du secteur de la santé, aujourd'hui c'est à peu près 11 à 12% du PIB qui est consacré à la santé. Donc vous allez dire, en fait c'est vachement efficient en carbone la santé, du coup, puisqu'on est en dessous de ça. Bon, il faut savoir que dans la santé, on est pas loin de 75 à 80% du budget de la santé qui est du personnel de santé, en fait. Donc, les humains, c'est effectivement hyper optimisé en carbone, mais peut-être pas le reste de l'industrie. Donc, c'est quand même ce qu'il faut regarder, je pense, au-delà de la comparaison avec le poids économique. Alors, ce que vous voulez peut-être me faire dire, c'est que comme ça prend beaucoup de place au niveau économique, ça prend aussi beaucoup de place en termes de carbone. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, ça aurait pu avoir un lien, mais ou avec le scope 3, sinon vraiment. C'est l'impact. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'impact carbone réel, en fait, et le fait que ce soit un poids significatif sur l'ensemble du bilan carbone. Pour le reste, oui, il y a des mécanismes après économiques. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure sur les freins qui empêchent vraiment l'action rapide. Est-ce qu'il y en a d'autres que le manque de données ? Je pense qu'on est dans une phase où il y a beaucoup d'expérimentations qui émergent sur ces sujets de transformation du système de santé, parce qu'en fait, on ne parle pas juste de modifier à la marge quelques pratiques, et même si l'idée du partage des bonnes pratiques est essentielle, il faut le faire, il faut aussi pouvoir se dire qu'on est se mettre en position de pouvoir changer du tout au tout, par exemple, nos façons de faire de la santé. Et aujourd'hui, les hôpitaux ont déjà énormément d'activités et sont très très bien organisés autour de leurs activités, mais sont les plus gros consommateurs dans ce système de santé. Les hôpitaux sont les plus gros consommateurs, et donc peut-être réfléchir à des alternatives. Moi, je travaillais avec un collègue qui était à l'IRDES un temps, et qui me disait, je parlais de maisons de santé à une époque où on me disait, mais en fait, tu veux faire revenir les dispensaires. Comme si on n'était pas la France, quoi. Mais en fait, il y a un peu de cette idée-là, c'est repenser aussi peut-être l'organisation territoriale, repenser notre façon de faire du soin, et cette transformation, elle passe par une meilleure connaissance, par des expérimentations, peut-être aussi parfois par de la réglementation, parce que la réglementation, elle pousse et elle aide à mettre en avant certaines choses, et puis aussi beaucoup par de la préparation, ce qui est peut-être ce qui est déjà fait aujourd'hui, mais différemment de ce qui devrait être fait au regard du changement climatique. Et puis ne pas avoir peur de certains mots, effectivement, qui peuvent avoir une autre connotation, comme dispensaire. Dans une autre conversation que vous pouvez voir en replay, on a essayé de réhabiliter les zones refuges aussi. En gros, il faut peut-être revoir certains termes. Je vais vous poser une question, juste pour terminer, une question que je vais poser aux intervenants de la conversation juste après. C'est ma petite question rituelle, mais je vais vous la poser à vous. Est-ce que vous vous souvenez du moment ou de l'action ou du phénomène qui vous a fait prendre conscience que, climat et santé, c'était juste indissociable ? Oui, je me souviens bien. C'est quand je suis tombée enceinte. C'est quand j'essayais d'être maman. Donc il y a tout un parcours de... ça peut être parfois tout un parcours. Et effectivement, il y a cette question qui peut intervenir, qui est de dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe entre moi et l'environnement, et est-ce que cet environnement, il peut vraiment m'impacter ? Et du coup, là, j'ai commencé à m'intéresser, alors que j'étais déjà en santé publique, mais à l'époque, j'étais santé numérique, donc j'étais très développement de l'IA, de nouveaux process, etc. Et donc, progressivement, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, climat plus particulièrement, et une fois qu'on tombe dans le sujet, on n'en ressort jamais. On n'en ressort jamais. Merci beaucoup, Laurie, pour cet exposé et pour avoir joué le jeu de ce temps court. Merci, Laurie.